Bonjour et bienvenue sur le plateau de Space TV sur un thème d'actualité, dirais-je, qui concerne la production d'énergie agricole et l'acceptabilité sociétale liée à ces projets. On va parler beaucoup méthanisation, peut-être qu'on fera quelques incursions dans l'univers de l'agrivoltaïsme. Et j'ai l'honneur d'accueillir nos deux intervenants pour cette session. Monsieur François Trubert, à ma gauche. Bonjour Monsieur Trubert. Bonjour. Donc François Trubert est agriculteur à Gévesey, dans le nord, au nord de Rennes, et il est éleveur de vaches laitières. Il a dans son exploitation une cinquantaine de vaches, également un atelier de volailles de chair, et puis une petite centaine d'hectares de maïs, de colza, de blé, de luzerne et d'herbes, notamment pour nourrir ses animaux. Donc, Monsieur Trubert va s'exprimer à titre individuel par rapport à une unité de méthanisation qu'il a installée, mais également du fait de son mandat, puisqu'il est membre du bureau de l'association des méthaniseurs français et de sa déclinaison en Bretagne, qui est l'association des méthaniseurs bretons. À sa gauche, Monsieur Philippe Vervier. Bonjour, Monsieur Vervier. Bonjour. Dirigeant de la société Acceptable Avenir, et puis qui est spécialiste dans l'accompagnement de ces projets d'énergie renouvelable, mais pas que. Donc, Monsieur Vervier a créé cette société, Acceptable Avenir, en 2010, mais auparavant, il faisait de la recherche publique. Il était directeur de recherche au sein du CNRS. Et dans ce cadre-là, il travaillait sur les interfaces entre l'environnement et la société. Il a notamment piloté un groupement scientifique autour du thème de l'eau sur l'agence d'Adour-Garonne, et il a cherché à créer un lien entre le monde de la recherche et les acteurs économiques. Fort de ce premier succès, il a travaillé sur des projets européens qui visaient à concilier le développement agricole et la préservation de l'eau. Et puis, son approche, c'est finalement d'avoir une pédagogie inversée, puis de partir des pratiques agricoles, il va nous l'expliquer, pour ensuite théoriser et développer une méthodologie. Et vous allez le voir, son propos, c'est de comment faire consensus sur un territoire. Alors, sans plus attendre, Monsieur Vervier, je vais vous poser la première question. On est a priori sur une thématique favorable, les énergies renouvelables, des objectifs politiques ambitieux, une volonté de souveraineté énergétique de la part du gouvernement français, tous les Français qui sont d'accord pour les énergies renouvelables. Et pourtant, dans certains cas, les projets font l'objet de, à minimum, discussion, voire contestation. D'où vient un peu ce paradoxe ? Oui, en effet, c'est exactement ça, c'est un paradoxe. Quand on regarde les dernières enquêtes qui ont lieu en mars 2023 au niveau national, on s'aperçoit qu'en effet, les énergies renouvelables ont une image positive, opinion favorable, que ce soit le photovoltaïque, un petit peu moins l'éolien, encore un petit peu moins la méthanisation, mais malgré tout, ça reste favorable, avec des positions défavorables qui restent assez faibles. Le champion, c'est quand même l'énergie solaire qui reçoit l'assentiment de toute la population. En revanche, en effet, quand on descend à l'échelle des territoires, on est dans un autre contexte. Les gens ne sont plus dans une réflexion sur les changements climatiques, les impacts, les prix des énergies fossiles, mais sont d'un seul coup transposés dans leur cadre de vie quotidien. Et bien évidemment, quand il y arrive quelque chose de nouveau dans son cadre de vie, on se pose des questions, on s'inquiète. Donc, on a affaire à de l'interrogation tout à fait légitime qui peut se traduire par le réflexe du NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon jardin, pas dans mon arrière-cour. Ça, c'est un point. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi une construction d'une opposition plus dogmatique contre différentes filières. Pour l'instant, on a la filière éolienne qui a ses détracteurs. On a aussi la filière méthanisation qui a ses détracteurs. Et ce sont des organisations, donc des fédérations, des associations nationales qui viennent assez rapidement aider, soi-disant aider interférer. Voilà, interférer, c'est le terme plus exact, interférer localement en faisant plus peur aux riverains, aux élus, que d'en essayant d'expliquer objectivement la situation. Donc on est dans quelque chose qui est assez complexe, c'est-à-dire il ne faut pas simplifier la représentation que l'on a d'une opposition locale. Ce n'est pas simplement le voisin qui n'est pas content ou le maire qui a changé d'avis, c'est vraiment une conjonction, une rencontre entre des inquiétudes, des peurs, des craintes et des gens qui sont là quand même pour dire oui, nous, on est contre la méthanisation, on est contre l'agrivoltaïsme, on est contre l'éolien et on va vous apporter des arguments
pour démontrer que ces filières ne sont pas des bonnes filières. Voilà. Donc finalement, ça aussi implicitement derrière ce que vous dites, c'est aussi accepter que les gens ne puissent ne pas être d'accord quand même, ou sur certains points en tout cas. En effet, il est très important, vous faites bien de le souligner, il est très important quand on se lance dans un projet d'énergie renouvelable de se dire je vais avoir affaire à des personnes qui auront des questionnements, qui auront des divergences de vues par rapport à comment moi j'imagine mon projet, même comment moi je considère ma position dans la problématique de la transition énergétique. Donc il faut que j'accepte ces différences de point de vue, ces divergences de point de vue. Et dans un deuxième temps, il faudra faire le tri entre de l'opposition dogmatique et de l'opposition qui est plus liée à des craintes, des inquiétudes, des interrogations. Mais en effet, il faut bien prendre en compte ces interrogations et les respecter. Donc on va voir tout à l'heure comment on s'y prend, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît important dans ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va voir qu'il y a de la méthode, il y a des parties prenantes à voir dans un certain ordre, d'une certaine manière finalement, pour que chacun s'exprime et chacun soit respecté dans son opinion et son avis. Monsieur Trubert, vous êtes méthaniseur et j'ai cru comprendre que vous étiez un des pionniers. Est-ce que vous pouvez nous retracer la genèse de votre projet de l'unité de méthanisation, d'où c'est parti, et puis le chemin que vous avez suivi et où vous en êtes aujourd'hui? Ouais, bonjour. Du coup, la méthanisation est arrivée en 2006-2008 suite à un arrêté qui permettait de vendre du courant sur le réseau EDF qui s'appelle le BG06 et qui a permis de faire un business plan et de pouvoir un peu voir la rentabilité d'une station de méthanisation. Après, effectivement, c'est toute une démarche de questionnement, de recherche, de voir la possibilité, le champ des possibles sur mon exploitation. Et au fil du temps, du coup, c'est devenu, on est parti sur les autorisations, la demande d'autorisation, parce qu'à l'époque, c'était que autorisation. Et très rapidement, je suis parti à la rencontre de tous mes voisins pour leur expliquer un peu mon projet, pour qu'ils adhèrent un peu à mon projet. Oui. Leur expliquer ce qui allait se construire près de chez eux. Et puis, voilà. J'étais aussi voir le maire. J'ai fait un petit film et pour pouvoir présenter ça devant le conseil municipal et un peu casser toutes les peurs qu'il pourrait y avoir, quoi. Alors on va voir effectivement comment vous vous y êtes pris. Ce projet s'est fait en une fois. Vous êtes parti d'une idée, vous avez lancé le projet, alors vous avez consulté, mais ça a pris combien de temps? C'est quoi les grandes étapes sur un projet de ce type-là? Les grandes étapes, c'est déjà, il y avait l'administratif, donc ICPE, permis de construire, qui étaient les grandes étapes. Mais pour moi, il y a aussi un point important, c'est la formation, qu'il ne faut pas négliger. Et dans la formation, on apprend beaucoup de choses. Donc vous vous êtes formé au projet d'installer une unité de méthanisation, c'est ça? Il y a 12 ans, il n'y avait rien en formation. Donc j'avais fait une formation avec le Club Biogaz à T2E à Paris, qui était une formation qui était prévue essentiellement pour l'administration et les techniciens de chambre d'agriculture, mais qui m'a permis de voir un peu le mécanisme de paiement du biogaz, l'intérêt d'avoir un taux important d'effluents d'élevage dans l'installation, la partie aussi sécurité et accidentologie de la méthanisation. Donc il y avait et puis le business plan qui permettait de voir un peu le dimensionnement proprement dit de mon installation, quoi. Oui, parce qu'on va voir qu'effectivement l'acceptabilité est très liée aussi à la taille du projet, puisqu'on peut avoir soit des projets dits petits, moyens, individuels, collectifs. Pour vous, il y a un lien entre la taille du projet de l'unité de méthanisation et l'acceptabilité ou pas? Oui, clairement, il y a un lien. Il y a déjà un lien, à mon avis, entre la grandeur de la taille du méthaniseur et l'exploitation. C'est-à-dire qu'on doit normalement avoir 80% du plan d'épandage pour épandre Sur votre ferme? L'idéal, c'est ça, oui. D'accord. Il existe une possibilité d'exporter du digesta avec un Digagri qui s'appelle Dig maintenant, mais du coup, il faut quand même avoir un plan d'épandage et 35% des effluents d'élevage dedans pour pouvoir accéder à ça. D'accord. Donc il y a quelques conditions, quelques critères. Voilà, une ferme petite taille ne peut pas faire un très gros méthaniseur. Oui. Et voilà. À titre individuel en tout cas. Voilà, un titre individuel. D'accord. Et Monsieur Vervier,
Non, on va d'abord demander l'expérience de monsieur. Non, monsieur Trubert nous en a parlé un petit peu. Vous avez dit que vous avez travaillé avec le maire, les conseillers municipaux. Est-ce que vous avez ouvert vos portes aussi, finalement? Parce que la peur est née aussi du fait que les gens aient le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Est-ce que la posture d'ouverture, en le prouvant, vous l'avez mis en œuvre? Oui, effectivement, moi, dès 2012, j'ai ouvert mon site, l'ensemble de la ferme avec Agriculteurs de Bretagne pour bien que tous les gens du village et les alentours disent tiens, il y a une méthanisation. En plus, je suis tout près d'une très grande route, donc on voyait plein de gens passer devant tous les jours et c'est important. C'était dur de ne pas l'avoir. Voilà, mais c'est important de dire tiens, on va aller voir ce qu'il y a Oui. dedans, quoi. Et ça, c'était un franc succès. Et nous, au niveau de l'AMF et les Bretons, on essaye de toujours forcer à que les gens... Alors l'AMF, ce n'est pas l'association des marchés financiers, c'est l'association des méthaniseurs français. Ouais. Attention, vous pourriez vous retrouver avec des gens qui viennent pour des investissements. Enfin, on parle d'investissement aussi. Mais voilà, l'AMF, oui. Et donc, au sein de l'association, vous êtes dit voilà, il faut absolument ouvrir ses portes. Oui. Et à ce sujet-là, le week-end prochain, on ouvre les portes de plein de méthaniseurs en France, quoi. Donc il y a une journée portes ouvertes méthaniseurs le week-end prochain, c'est bien ça que vous nous dites? Et tous les ans, le jour du patrimoine, on pense que la méthanisation c'est le patrimoine français, donc on ouvre. Vous le faites pendant la journée du patrimoine, voilà, c'est ça? C'est ça. D'accord. Facile à mémoriser en tout cas. C'est devenu effectivement un petit point de passage à l'automne au mois de septembre. Monsieur Vervier, dans ce que nous décrit Monsieur Trubert, on est dans un processus de consultation, voire peut-être même de concertation. Quelles sont les étapes à respecter, puis les erreurs à ne pas faire, en tout cas dans cette période où on va rencontrer les gens? Oui, alors déjà, le premier point que je voudrais souligner, c'est que là, on a l'exemple de M. Trubert vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que le porteur de projet prend conscience du fait qu'il sort de ses compétences habituelles. Donc, il va se former. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment à remarquer, à souligner. J'ajouterais... En plus que maintenant, en plus d'une formation technique, il faut une sensibilité à la nécessité comme on dit, de communiquer, oui. Voilà. Ce qui n'est pas forcément évident pour un agriculteur qui est là depuis plusieurs générations sur ses terres. Il fait son méthaniseur chez lui. Il se demande bien pourquoi il faut qu'il aille parler aux voisins et voir aux élus. Il dit je les connais, les voisins. Exactement. Et en plus, il les connaît. Donc, mais il change de statut. Sans s'en apercevoir, il va changer de statut. Donc, il a besoin de se préparer à ça. Et quand je dis se préparer, ça peut faire de la formation. Je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui accompagnent les porteurs de projets. Donc, ce qui veut dire qu'à mon avis, ça a des coûts vraiment réduits. Il faut vraiment ne pas hésiter. C'est vraiment le début. Ça a été fait par M. Trubert. Il faut que ça soit quasiment fait systématiquement. Ensuite, d'un point de vue très pratico-pratique, il faut déjà très rapidement se dire qu'il faut communiquer, informer en toute transparence. Ça veut dire qu'il faut presque imaginer avoir le même discours, quelle que soit la personne à qui on s'adresse, aussi bien aux élus qu'aux riverains, qu'aux associations, qu'aux services de l'État. Bon, je caricature un petit peu parce que pour les services de l'État, ils demandent des documents un peu plus dépouillés. Il faut qu'il y ait le même message. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens aient confiance dans le porteur de projet, et la confiance, ça se gagne. Et ça se gagne notamment en disant, je dis la même chose à tout le monde. Je ne cache rien. Ce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours la suspicion de on nous cache quelque chose, ils vont faire différemment. Donc si le discours est toujours le même auprès de différentes instances, ça finit vite par se savoir et les personnes peuvent vérifier. Donc fait son chemin. Il y a la confiance qui se construit et qui se crée. Et ensuite, le porteur de projet est beaucoup plus tranquille pour venir expliquer tranquillement aux uns et aux autres quelle est la raison d'être de son projet, quoi. Est-ce qu'on attaque directement les réunions publiques ou est-ce qu'on va être sur des approches plus individuelles? Oui, non, je pense que maintenant, il faut éviter toute réunion publique au départ du process. En revanche, dans tout processus, alors normalement, on a des gradations. On fait soit de l'information, soit de la consultation, soit de la concertation, soit de la co-construction, en fonction de l'état de tension qu'il peut y avoir. Mais quel que soit le process qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait un retour. Il faut toujours qu'il y ait un retour sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser du temps au temps. Et le départ ne doit jamais se faire sous forme de réunion publique. En revanche, la restitution, elle peut se faire sous forme de réunion publique si on sent que les choses sont assagies, que les gens puissent s'exprimer et que c'est relativement calme. Mais jamais au début. D'accord. C'est effectivement quelque chose à bien mémoriser parce que c'est un peu contre-intuitif. On se dit, on va dire tout le monde la même chose au même moment. Alors, en termes de cette
concertation, vous allez collecter des avis, des questions. Vous l'avez dit vous-même, hein, Monsieur Trubert, ça peut poser question. Comment on fait? On les collecte, on les trace, on les regroupe. Qu'est-ce qu'on en fait de ces questionnements des voisins, par exemple, hein? Alors, en effet, il faut pratiquer une approche que j'appelle hybride, c'est-à-dire il faut à la fois laisser la place à l'échange oral, comme M. Trubert l'a fait avec ses voisins. Donc, on discute tranquillement, et on peut s'échanger, mais il faut essayer de compléter ça, si c'est possible, par du recueil écrit Donc, on formalise, on collecte et on rassemble toutes les questions dans un document, par exemple? Ouais, exactement. C'est ça? Donc, on peut mettre des sortes de livrets de doléances, de cahiers de doléances que les gens vont remplir. Mais le travail après, c'est de s'engager à répondre à toutes les questions par écrit. Voilà. Ça, D'accord. c'est vraiment. Donc ça, c'est aussi un conseil que vous donnez? Oui, ça, c'est un conseil qu'on donne parce que c'est vraiment faire la démonstration qu'on est quelqu'un responsable en qui on peut avoir confiance. Nous, notre objectif, c'est vraiment de démontrer que le porteur de projet, c'est quelqu'un de responsable en qui les gens peuvent avoir confiance. Et la concertation, c'est un des outils pour montrer que les gens peuvent avoir confiance en la personne, que c'est quelqu'un de responsable et d'ouvert. Et la traçabilité par écrit des questions, des réponses, voire même des propositions, on peut même demander dans la co-construction, faites-nous des propositions, c'est vraiment important et ça va construire, si le porteur de projet tient ses engagements, et c'est pas si compliqué que ça à tenir ses engagements, ça va vraiment démontrer qu'on peut lui faire confiance, et d'un seul coup, il y a des instants magiques comme ça, d'un seul coup, on s'aperçoit que tout le monde se retourne vers le porteur de projet et lui pose des questions, pas des questions de défiance, mais vraiment des questions de curiosité. Et quand on en arrive là, c'est un peu gagné. C'est gagné, quoi. D'accord. Gagné, voilà. Et est-ce que dans ce que vous me dites là, donc il y a le fait de collecter les questions, de les tracer, de les rassembler, est-ce que on a aussi pas le risque de se disperser, c'est-à-dire d'avoir des questions un peu partout, une liste à l'après-vert avec 150, 200 questions, vous vous engagez à répondre à toutes. Enfin, il faut peut-être un gradient dans le temps. On va peut-être pas répondre. Alors, comment on hiérarchise, quoi? Alors déjà, l'avantage, c'est de se donner du temps, c'est-à-dire on va répondre aux questions, on s'engage à répondre aux questions avant la restitution, enfin pour la restitution, donc ça laisse du temps. Ça permet exactement de hiérarchiser les questions. Ça permet aussi de détecter ce que sont les fausses questions, enfin ce que j'appelle les fausses barres, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être inquiètes, ont des questionnements qui sont plus proches de leurs conditions personnelles et n'osent pas l'exprimer, et vont aller chercher un arsenal juridique existant pour poser une question, pour s'opposer au projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut poser une question sur l'environnement parce qu'on sait qu'il y a des règles environnementales, alors que la personne, en fait, elle ne veut pas qu'il y ait le méthaniseur à côté de chez elle parce qu'elle a peur, elle n'ose pas le dire, quoi, tout simplement. Pour l'explosion, par exemple. Donc, il faut laisser un peu de temps au temps, parce que comme la confiance va se construire, les personnes vont elles-mêmes abandonner leurs questions. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même répondre, mais elles vont elles-mêmes abandonner leurs questions. Alors, répondre aux questions, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des études pour chacune des questions. Hein. C'est répondre qualitativement, et ça peut être, oui, ça c'est un point d'interrogation. Si le méthaniseur se fait, nous nous engageons à faire des analyses pour vérifier ce point. Est-ce que les visites d'autres unités de méthanisation sont aussi une solution? Finalement, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Est-ce que d'amener des voisins sur un autre site, c'est aussi une des solutions? Alors, soit que vous avez vous utilisé ou que d'autres porteurs de projets ont utilisé. Oui, effectivement, sur certains sites où commence à avoir beaucoup d'interrogations, l'idée c'est d'emmener, de faire un quart par exemple, et d'emmener un groupe de gens des personnes qui ont des questionnements sur un site, et puis c'est peut-être plus facile de voir réellement par rapport aux odeurs, par rapport au trafic, par rapport à l'environnement. Quand on voit concrètement ce que c'est, des fois ça rassure un peu, ouais. Ouais, ça fait partie des solutions dans le package, la boîte à outils, on peut avoir ça. Alors, on est confronté aujourd'hui, en 2023, à une société où le dogme et la croyance peut être parfois dominant sur certains réseaux, si vous voyez ce que je veux dire. Comment on fait face à ces questionnements, ces questions, pour les objectiver? C'est-à-dire, on vous pose des questions, j'imagine des fois, vous n'avez pas forcément la réponse, et vous vous appuyez sur la science. Comment vous faites? C'est vrai que depuis 12 ans que je fais de la méthanisation, j'ai eu des fois des questionnements où franchement, je ne savais pas trop comment y répondre. Donc souvent, je me suis tourné vers les chercheurs qui sont aussi envie de trouver des réponses. Et notamment, on a eu beaucoup l'échange de décarboner les sols à cause de la méthanisation. On a eu effectivement le fait qu'on pouvait intervertir sur la vie du sol et dégrader la biologie du sol, quoi. Donc tout ça, on a mis en place, soit au niveau de l'AMF,
par intermédiaire notamment d'étudiants sur des parcelles et sur l'ensemble de la France pour avoir des données, ou soit par passer par l'INRAE qui a fait des recherches bien plus précises sur le taux de carbone dans le sol, la structure du sol, la valorisation de l'azote dans les plantes. Et le rôle des politiques, alors là on va penser aux élus locaux, puis au service de l'État. Quel rôle, quelle place on leur donne dans ces projets, ou faut-il leur donner dans le projet? À quel moment on les implique? Comment on fait vis-à-vis de ces groupes-là? Oui, donc en fait, on est bien dans une démarche de ce qu'on appelle d'implication des parties prenantes, hein, Oui. et les parties prenantes n'étant pas uniquement les habitants, les riverains et les élus locaux. Il y a vraiment tous les autres acteurs du territoire, donc ceux qui vont instruire les dossiers, les élus qui sont plus dans des étages supracommunaux, hein, c'est-à-dire les Comcom, les départements, les régions. Donc il y a besoin de créer une dynamique de convergence vers le projet. C'est-à-dire que pour l'instant, on est plutôt dans des démarches où on monte le projet, on s'adresse au service instructeur sur un dossier technique, on s'adresse aux riverains plutôt sur un dossier de communication, oui. Et en fin de compte, on est sur un message qui n'est pas tout à fait le même. Et pour moi, les services instructeurs doivent aussi être sensibilisés, impliqués dans des démarches d'information, de consultation. Tout ça, c'est en amont, on est d'accord, de vraiment du process. En parallèle, un peu quand on peut, je vais dire, hein, mais l'essentiel, c'est vraiment au bout d'un moment de faire en sorte que tout le monde ait la même information. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très important quand on parle des services de l'État. Alors, je n'ai pas la connaissance en Bretagne, mais dans la plupart des départements, maintenant, il y a ce qui se met en place des pôles énergie renouvelable qui sont pilotés par la DDT, enfin par le préfet, par la DDT, et qui sont des lieux d'échange d'informations, mais qui ne sont pas des lieux d'instruction. C'est-à-dire qu'au début du projet, enfin quand le projet existe, bien sûr, hein, quand il est sorti un peu des plans, il y a ces réunions qui sont pilotées par le préfet qui le délègue à la DDT, qui invite l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, et le porteur de projet vient donner son projet et il a des conseils. Il n'est pas encore en instruction. Et ça, je trouve des outils assez très importants. Et je pousse tous les porteurs de projet à aller très, très rapidement dans ces pôles parce qu'ils ont des bons conseils et tout le monde est pour le coup, à la même information. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est des plateformes d'échange, mais pas forcément de décision encore à ce stade-là. Et pour les élus, là, je crois qu'il faut qu'on est en consultation plutôt qu'en concertation là, pour ça avec le pôle ENR, c'est un peu de la concertation parce qu'ils donnent leurs avis, un avis non officiel. Oui. Pour les élus, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre le maire oui. qui est souvent dans des petites communes rurales, qui a ses administrés à gérer en temps réel, les autres élus qui encadrent l'approche territoriale. Oui. Donc il faut qu'il y ait les deux approches. Hein, l'action territoriale, supraterritoriale des différents élus oui. département, région est très importante parce que ça peut créer un cadre favorable, mais il faut que l'élu local soit protégé. Et pour qu'il soit protégé, il faut vraiment que le porteur de projet aille le voir, lui explique et lui dit « Moi, je suis prêt. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à dialoguer avec la population dans un formalisme qui vous va bien. Il faut l'associer, pas forcément, pas lui demander oui ou non le projet, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute du projet. Voilà. D'accord. Par rapport à ce que vous disiez sur le maire, est-ce que vous, dans votre méthodologie, hein, parce qu'on a compris qu'il y avait quand même beaucoup de méthodes derrière ça, assez tôt dans le projet, vous vérifiez, vous essayez d'estimer l'acceptabilité pour un territoire, par exemple. C'est-à-dire, on se dit, on vous présente un projet, vous appréhendez, vous dites, je pense que ça devrait bien se passer, ou attention, je perçois des risques moyens ou forts. Tout à fait. On a développé 2 outils avec l'aide de l'ADEME, des laboratoires sociologie du CNRS de l'Université de Toulouse et puis l'aide de la région Occitanie qui permettent d'une part de faire une évaluation du potentiel d'acceptabilité du projet qui est juste pour sensibiliser le porteur de projet, lui dire attention en termes d'acceptabilité, votre projet, il a des points forts, mais il a aussi des points faibles, donc soyez vigilants sur ce point. Et un autre outil qui est donc un outil d'analyse du territoire où on a développé des indicateurs qui vont nous renseigner sur le niveau d'enjeu par rapport au cadre de vie local, le niveau aussi de
de sécurité, je vais dire, des décisions qui sont prises par les équipes municipales, le niveau de manifestation, d'opposition qu'il y a sur le territoire, et ça nous donne à la fois une sensibilité du territoire et ça nous donne une sorte de sensibilité du projet. Quand on croise les deux, ça fait une analyse de risque, ça nous permet de dire attention, on est plutôt en zone verte, orange ou rouge, et ça soit permet pour le projet, soit pour le territoire, ou les deux, quoi. Oui, et ça permet de construire très tranquillement, déjà de dire quelle est la bonne formule, est-ce que c'est de l'information, de la consultation, hein, et surtout ça nous permet de construire très tranquillement avec le porteur de projet le discours qu'il va falloir construire, parce qu'on a identifié où sont les points forts, les points de vigilance qu'il doit avoir. Donc on lui éclaire le chemin, quoi. On lui éclaire le chemin. Super. Alors on a parlé de pas mal de parties prenantes, les voisins. Vous avez parlé du maire et des conseils municipaux. On a parlé de services de l'État, les médias. Comment est-ce que vous avez géré les journalistes? Puisqu'à un moment ou l'autre dans un projet comme ça, et vous l'avez dit, il est visible, ils vont en avoir connaissance. Comment vous l'avez géré? Comment ça s'est terminé sur votre unité à GFZ? Vous avez eu une couverture presse? Comment ça s'est fait? Au tout début, donc j'ai vraiment voulu communiquer, comme je vous disais, au début d'abord auprès du maire, auprès du conseil municipal et mes voisins. Et après, j'ai voulu rayonner un peu plus loin. Et donc, j'ai fait appel aux personnes de Ouest France qui est venu sur le site, et on a fait un article intitulé « Ça va gazer à GFZ ». Et donc, du coup, bien accueilli, parce que, alors, c'était il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on dit toujours, les gens ne lisent plus la presse écrite, et dès que vous êtes dans le journal, on vous dit « Ah ouais, je t'ai vu dans le journal ». Vous avez eu des retours en disant « Ah oui, j'ai vu le projet », ou ça a apporté sa pierre à l'édifice, finalement, cet article et cette présence journalistique? Je pense que c'est important, quand les gens voient commencer... Ils n'ont pas trop suivi le projet. Ils voient des travaux, ils voient des fosses montées, des gazomètres qui commencent à émerger du sol. Et il y a plein de questions qui viennent de se poser. Et le fait de voir la réponse un peu dans le journal et l'explication et les co-bénéfices que ça va donner pour le secteur, ça, je pense que c'est intéressant. Et à chaque fois, c'est très important de dire venez visiter, venez me rencontrer pour discuter, pour qu'on... Si vous avez des questions supplémentaires, venez chez moi, quoi. C'est ce que vous avez dit aussi dans l'article. C'est-à-dire que c'est toujours cette posture d'ouverture. Hein, c'est ce qu'on entend comme depuis le début de notre échange, avec des mots qu'on utilise qui peuvent être la conservation, mais toujours ouverture, transparence. Si vous avez des questions, vous me les posez ou j'y répondrai, quoi. Fort de votre expérience, vous êtes dans l'association, l'AMF, on l'a vu tout à l'heure, l'AMB, l'Association des méthaniseurs de Bretagne. Comment vous aidez les futurs porteurs de projets? Parce que vous êtes passé par là et vous dites, bah, tiens, on pourrait peut-être aider les futurs. Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, la formation, c'est crucial. En Bretagne, on a fait les formations tutorées. C'est une formation qui se passe en deux phases. Une phase en salle, essentiellement fait avec des techniciens, soit à l'association L ou soit à la Chambre d'agriculture, qui vient soit sur le business plan, la biologie, la technique, la sécurité aussi, qui est importante. Et on fait la même chose, mais chez un des méthaniseurs déjà en place depuis un certain temps. Donc on appelle ça parrainer un stagiaire. Et du coup, on les forme. Et là, on voit la réalité des choses. C'est le parrain qui va former, c'est ça, le porteur de projet, ou qui va l'accompagner? On complémente. D'accord. Des fois, une réunion, on pense avoir des fois compris le sens un peu globalement. Et le fait de vraiment voir les documents tels que c'est fait. Et puis... l'important aussi, et puis moi aussi j'ai eu des problèmes des fois avec les documents pour que ce soit bien aux normes par rapport à l'administration, bien aux normes par rapport au process et au suivi de l'installation de méthanisation. Donc il y a des outils, et l'AMF aussi a créé la charte des bonnes pratiques, la charte AMF, qui permet de reprendre un peu tous les critères qui sont essentiels au bon fonctionnement du méthanisation. Donc ça part du process, des transports, des stockages, de la communication aussi, et on incite aussi à faire une porte ouverte tous les 2 ans sur site. D'accord. Donc, on voit toujours cette attitude d'ouverture, d'accompagnement aussi des porteurs de projets. Alors, un petit peu le mot de la fin, Monsieur Vervier. Quel conseil en conclusion de cet échange, si vous deviez le dire en une phrase, qu'est-ce que vous diriez concernant ces projets, notamment de méthanisation? Votre conseil par rapport à l'acceptabilité sociétale? Alors, je pense que le premier, si je m'adresse à des futurs porteurs de projets, des agriculteurs, c'est que l'acceptabilité sociétale va passer par leur acceptation à eux de ce que je disais tout à l'heure, de prendre en compte le fait qu'ils vont devenir
quelqu'un d'autre. Voilà. Change de costume. Ils changent de costume. Et qui prennent conscience de ça, qui suivent les formations techniques, qui suivent aussi la sensibilisation à qu'est-ce que c'est la communication dans ce moment-là. Ils ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes, mais enfin de se faire accompagner. Donc ça, c'est vraiment le plus important, parce que c'est toujours, à mon avis, très dur pour un agriculteur qui est là depuis des générations sur son terrain, qui va faire un méthaniseur sur son terrain, de comprendre que les gens extérieurs auront un droit de regard sur ce qui se passe chez lui. Voilà. Donc l'acceptabilité sociale, elle commence par son acceptation à soi, de se dire je vais me remettre un peu en question et je vais écouter ce que l'on me dit de l'extérieur. Et prendre en compte, forcément. Et prendre en compte, oui. Pas qu'écouter, prendre en compte. Hein, voilà. on est bien d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Trubert, quel conseil finalement pour quelqu'un qui aurait l'idée, qui aurait en germe un projet de méthanisation, quel conseil vous donneriez? C'est un peu pareil. L'agriculteur n'est pas forcément un bon communicant. Ils sont souvent des bons techniciens, mais pas forcément des communicants. C'est important de prendre les outils qui existent, effectivement changer de casquette vers la communication. Il ne faut pas essayer de bluffer, je pense. Il faut essayer de s'appuyer de faits scientifiques et de faits réels. Et justement, il y a un site qui existe qui s'appelle infometa.org, qui est que des documents scientifiques et validés. Et ça permet d'avoir des faits scientifiques et non contestables. Parce que c'est vrai que sur Internet, on a un peu tout et n'importe quoi. Et ça peut casser des fois. Ça permet aussi de tailler l'herbe sur le pied des choses des fois qui sont mises sur Internet, forcément vraies. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages très complémentaires. Et puis, je vous souhaite un très bon space. Merci. Merci. Au revoir.